Alors le thème du jour est porteur de pas mal de déprimes. Je vais essayer de ne pas vous déprimer. Je ne suis pas un universitaire, donc n'attendez pas de moi un propos aussi argumenté et bien bâti que ce que vous avez pu entendre aujourd'hui. On va quand même essayer d'être concis malgré tout. Juste une petite question pour commencer. Dans l'Assemblée, y a-t-il levez la main ceux qui ont travaillé dans le privé? Vous travaillez toujours dans le privé. Levez la main ceux qui sont dans le public. D'accord. Y a-t-il des juristes? Menteur, je vous crois pas. Ok. Bon. On va surtout parler d'entreprise. Hein, donc on va essayer de rassembler tout ce que j'ai pu constater dans mes années d'investisseur dans le capital des entreprises françaises. En gros, j'ai fait, mon équipe et moi, on a fait à peu près 300 investissements dans des entreprises françaises, à peu près de tous les secteurs, mais quand même plutôt de croissance. Donc on va retrouver pas mal d'éditions de logiciels, on va retrouver pas mal de sciences de la vie, on va trouver des dispositifs médicaux divers et variés, parfois des choses un peu plus techniques. Dans l'électronique notamment, dans le commerce électronique, et donc je ne prétends pas vous donner une vision exhaustive de tous les facteurs qui sont en train ou qui enchaînent les entreprises françaises depuis des années et des années. En tout cas, ce sera mon expérience. Je vais essayer de ne pas non plus, donc comme je vous l'ai dit, tenir un propos trop déprimant. Alors, qu'est-ce que c'est finalement ? Quels sont les principaux facteurs qui font que on peut dire que les entreprises françaises sont enchaînées et que le droit de propriété est sévèrement attaqué? Vous allez trouver par exemple le poids des normes. Je ne vais pas tout vous détailler, mais je vais plutôt vous donner des exemples. Je me souviens notamment d'une PME dans laquelle on avait investi, qui était très fière d'elle parce qu'elle avait mis en place un moyen de se différencier de ses concurrents, qui consistait notamment à offrir un service d'une meilleure qualité dans la gestion des retours produits ou dans la protection des données personnelles de ses clients. Manque de bol, un jour, la DGCCRF et la CNIL s'est intéressée à ces pratiques de gestion des emails, et tout en reconnaissant qu'ils avaient une pratique nettement meilleure que les pratiques obligatoires selon la loi, ils leur ont expliqué gentiment qu'ils allaient payer 200 000 € d'amende parce qu'ils ne cochaient pas les cases. Et je me souviens très bien avoir vu la directrice générale à l'époque qui m'a dit je leur ai expliqué que le service était meilleur, que quand le délai de 15 jours de la loi était ramené à 7, c'était mieux pour le client. Ils m'ont dit oui, mais vous cochez pas les cases. Alors je dis mais et donc vous allez faire quoi? On va payer. Ça c'est un exemple. Bon, après c'était une belle grosse boîte dans le commerce électronique déjà. On était au-delà de 100 millions d'euros de chiffre d'affaires. Vous avez certainement entendu dire que les prix de la construction étaient gonflés par les normes. Je ne sais pas si vous savez, mais la FNAIM avait évalué ça entre 15 et 20% ces dernières années, de surcoût lié aux normes. Un jour, je ne vous dirai pas si c'était dans mon entreprise, dans une entreprise dans laquelle j'avais investi, mais un jour, j'ai reçu la visite inopinée d'un inspecteur du travail. Il n'y a personne de l'inspection du travail ? Parce que ceux-là, c'est des... Bref, eux, ils ont bien un agenda, mais c'est pas le même que celui du dirigeant d'entreprise. Et l'inspecteur du travail fait le tour de chaque poste de travail. Il dit « Oh, cette personne dans ce bureau, elle n'a pas beaucoup de lumière. » Je dis « Bon, admettons, elle n'a pas beaucoup de lumière, mais enfin, elle a 3 mètres sous le plafond, elle est avenue de l'Opéra. On fait pire, quoi. C'est ça votre principal problème? Non, c'est pas ça mon problème. Mon problème, voyez-vous, c'est que vous employez une personne à temps partiel alors qu'elle devrait travailler plus. Alors, le dirigeant de la société me dit « Je comprends pas ce que vous voulez dire par là ». Eh bien, elle est employée depuis 1 an et demi chez vous, mais dans son domaine, le contrat de travail stipule qu'il doit être de 24 heures minimum par semaine. Je dis, mais elle voulait travailler 2 jours. On ne peut pas faire 2 jours, 24 heures.
c'est pas possible. Enfin, je veux dire, en théorie, oui, mais dans la pratique, on ne demande pas aux gens de travailler 12 heures par jour, quoi. Et j'ai dû partir ailleurs, et je suis revenu une demi-journée plus tard. Et là, j'ai appris que la salariée en question s'en était pris directement, physiquement, à l'inspecteur du travail. Alors là, j'ai eu peur. Hein, parce que si vous savez ce que c'est qu'un inspecteur du travail, c'est quand même des gens qui peuvent vous coller des amendes sans qu'il y ait de contradictoire. Hein. Concrètement, ils ont un pouvoir de nuisance assez élevé. Et donc, elle me dit, il m'a expliqué qu'il fallait que je bosse 3 jours par semaine. Moi, je veux travailler que 2 jours. Vous les êtes d'accord avec ça? Je vois pas ce qui nous empêcherait de le faire. Et il m'a dit que c'était à cause d'une loi qui avait été votée par Hollande, qui obligeait dorénavant de faire ça. Et effectivement, j'ai appris qu'il y avait eu cette loi qui obligeait l'entreprise à signer des contrats à temps partiel de minimum 24 heures par semaine. Je me suis dit, bon bah, écoute, tu l'as violemment foutu dehors? Oui, par le collet. Bon. Et écoute, on va serrer les fesses. Moi, je vais pas revenir là-dessus. Je vais pas les appeler. On n'a jamais eu de nouvelles. On n'a jamais eu de nouvelles. On a du bol. Hein. On a eu du bol. N'empêche que ça veut dire qu'il y a quand même une catégorie du marché du travail qui est, on va dire, tordue par des normes un petit peu curieuses. On peut aussi parler, je sais que Patrick a beaucoup écrit sur la santé. Voilà, la santé, je l'ai un petit peu financée, notamment dans le domaine de l'orthopédie, dans le domaine du rachis. Et un jour, au cours d'un conseil de surveillance, le dirigeant dit voilà la répartition du chiffre d'affaires du groupe. Il faisait des implants de rachis, notamment pour les enfants atteints de scoliose sévère. Donc des choses un peu lourdes, mais la scoliose sévère pour un enfant, concrètement, ça peut le tuer parce qu'il est complètement comme ça, et s'il ne peut pas se redresser, ses poumons ne se développent pas. Si les poumons ne se développent pas, il ne grandit pas, éventuellement, il peut même mourir. Donc des produits quand même assez importants, pas forcément en termes de nombre, heureusement, mais très essentiels pour les clients, les patients qui étaient concernés. Et j'ai dit, bon voilà, ça c'est ta répartition du chiffre d'affaires, mais c'est quoi la répartition de la marge? Ah ben ça n'a rien à voir, donc répartition du chiffre d'affaires c'était 40% France, 60% États-Unis. Répartition de la marge c'était 90-10, mais pas dans le sens... dans le même sens. Et donc je lui ai dit mais comment ça se fait? Il me dit parce qu'en fait depuis qu'il y a la T2A, la tarification à l'acte, on peut pratiquement plus faire la différence entre un produit innovant qui a une valeur ajoutée thérapeutique forte et un produit lambda qui existe depuis 30 ans sur le marché. Alors mais pourquoi tu continues à vendre en France? On peut se poser la question. C'est pour la gloire. Lâche. Le patron d'une boîte de 80 millions d'euros qui vous explique qu'il fait 40% de son chiffre d'affaires pour la gloire. C'était un petit peu émouvant. Alors ça c'est le poids des normes, de ce que ça veut dire concrètement. Je ne suis pas certain que cette entreprise puisse continuer sur ce même trend pendant très longtemps, parce que mine de rien c'est quasiment du bénévolat, vendre des produits à marge brute négative. Moi normalement quand je vois ça, je commence par secouer le dirigeant et éventuellement je lui mets un bon gros coup de pied aux fesses, hein, parce que c'est pas normal. Parce que plus on vend, plus on perd. Hein. C'est juste, ça c'est Uber. Plus on vend, plus on perd, c'est Uber. Uber, 20 milliards de volume de vente, 9 milliards de chiffre d'affaires, 3 milliards de pertes. Bref. Parlons d'inflation réglementaire, puisqu'on ne parle pas de normes. J'ai créé ma société de gestion de portefeuille en 2008. Avant ça, j'étais déjà dans une société de gestion de portefeuille, elle aussi agréée par l'AMF. Et je me souviens très nettement que le dossier pour obtenir l'agrément de société de gestion de portefeuille en 99 faisait 13 pages. Alors vous me direz, c'est pas très lourd. Je dis oui, c'est certainement pas très lourd. Quand j'ai créé ma société de gestion de portefeuille en septembre 2008, le dossier principal en faisait 145 et les annexes nous amenaient le dossier total à 2,2 kg de documents qu'on avait pondus. Je pense qu'aujourd'hui, on aurait beaucoup de mal à créer la même chose. D'autant plus qu'il y a des nouvelles normes, enfin des nouvelles règles qui ont été édictées par l'autorité des marchés financiers qui disent que
quand le fonds n'atteint pas une certaine taille minimum, même si la société de gestion de portefeuille est rentable, même si les performances sont positives pour les clients, retrait de l'agrément, on ferme. C'est comme si vous disiez demain matin à une boulangerie, puisque c'est un exemple que je connais très bien, tu vends suffisamment de baguettes et de croissants mais pour vivre, mais par contre pas assez par rapport à mes normes à moi. Donc tu fermes. C'est à peu près le même ordre d'idée. Ce genre de choses arrive, moi je l'ai vu dans mon secteur, mais je suis certain que ça arrive dans d'autres secteurs. Il y a des années de ça, il y a eu une directive européenne qui s'appelait la directive EPCVM, organisme de placement collectif en valeur mobilière, qui a été pondue par l'Union européenne. Et pour une raison qu'on ignore, donc cette directive ne concernait que les fonds dits coordonnés, donc les fonds qui utilisaient tous les mêmes règles d'investissement à haut niveau européen. Et pour une raison qu'on ignore, l'administration française a décidé que ça ne concernerait pas que les fonds dits coordonnés, donc répondant aux règles européennes, mais également tous les autres. Et donc du jour au lendemain, en l'espace de 2 mois, elle a renuméroté l'ensemble des articles législatifs et réglementaires correspondant à l'ensemble de ces fonds de placement que tout le monde utilise dans ses contrats d'assurance vie, etc., etc. Donc du jour au lendemain, l'article R248B est devenu l'article R354C. Plus personne ne s'en sort. On se dit, mais pourquoi ces gens font-ils ça? Moi, mon premier réflexe, c'est de dire, mais il faut les... J'ai une réaction un peu violente. Ces gens me pourrissent la vie sans aucune espèce d'intérêt, que ce soit pour eux ou pour moi. Je ne comprends pas pourquoi ils font ça. Je leur en veux personnellement. Mais je sais que ça n'est pas une bonne réaction. Je sais qu'il faut courber les chines et tendre la joue. Donc je ferme ma gueule. Mais tout le monde ne ferme pas sa gueule. Enfin, j'ai fermé ma gueule à l'époque. Tout le monde ne ferme pas sa gueule. En l'occurrence, je me souviens très nettement qu'il y a un monsieur qui s'appelle toujours Alain Leclerc, qui était président d'honneur de l'Association française de la gestion, qui avait dit devant un parterre de notables de ce métier, quand on fait ce genre de choses, on coupe la branche sur laquelle est assise l'ensemble d'un secteur d'activité. Ça s'appelle le gold plating. Autrement dit, le plaqué or. On a une obligation qui vient de l'Union européenne. Normalement, on se contente de l'appliquer. On n'en fait pas 2 fois plus, ni 3 fois plus, ni 10 fois plus. Et pourtant, c'est ce que fait l'État français. Alors, qui le fait? Je ne sais pas. Ça doit se passer quelque part à Bercy ou ailleurs. Vous avez d'autres choses qui sont assez rigolotes dans la catégorie inflation réglementaire. C'est que moi, quand j'ai commencé ce métier, on me demandait de respecter le droit français. Maintenant, on me demande de respecter le droit américain. Enfin, plus maintenant, mais à l'époque où je l'exerçais. On me demande de respecter le droit américain. Alors pourquoi est-ce que je devrais respecter le droit américain? C'est parce qu'en fait, en septembre 2016, il y a un monsieur qui s'appelle François Hollande qui a signé un traité avec les États-Unis qui dit qu'il y a des lois américaines qui s'appliquent en France. On apprend ça, on l'applique, on se rend compte qu'à la fin, il faut concrètement traquer les signes d'américanité des clients. Les signes d'américanité. Alors si vous avez un numéro de téléphone qui commence par +1, c'est un signe d'américanité. Donc qu'est-ce que vous faites? Vous regardez dans vos bases de données s'il y a des gens parmi vos clients qui ont un +1. Et s'ils ont un +1 dans leur numéro de téléphone, ou qui sont nés, je dis n'importe quoi, n'a pas pensé que c'est un exemple vécu, c'est juste quelque chose que j'ai été obligé de faire contre mon propre gré. Une personne née en 1942 à New York, qui s'appelait Rosenberg, qui était, j'ai changé le nom volontairement, qui avait fui l'Allemagne nazie à l'époque, qui était née là-bas parce que ses parents avaient fui l'Allemagne nazie. Et donc parce qu'elle est née là-bas et qu'en 1946 elle est revenue en France, il faut que moi, je lui fasse une déclaration de ses actifs aux impôts américains. Non mais enfin, je veux dire, c'est dément. C'est dément. Mais aujourd'hui, il y a des règles qui font qu'on est obligé de le faire. Et si on ne le fait pas, c'est notre responsabilité pénale. Pénale. J'ai pas le choix, je suis obligé.
Sinon c'est moi qui vais en prison, sinon c'est moi qui me prends une amende. Et en plus de ça, les règles, spécifiquement, vous expliquent que s'il y a des gens qui sont au courant de cette situation-là, ils sont rémunérés pour ça, en fonction de ce que ça rapporte aux impôts américains. Donc moi, dirigeant d'entreprise, PME française, je suis obligé de faire ce genre de truc que je considère comme absolument immoral. Totalement. En plus, je ne me mêle pas de la fiscalité des uns et des autres. Moi, je me contente de gérer les actifs. Donc, je ne vois pas pourquoi je devrais balancer des listes de gens. Il y a un truc qui m'échappe. En tout cas, il y a cette extraterritorialité. Il y a très peu de gens qui s'y sont intéressés. Il y a principalement un député, enfin un ancien député LR qui avait fait deux très bons rapports parlementaires sur le sujet. Si un jour vous avez l'occasion de les lire, vous cherchez extraterritorialité dans les archives de l'Assemblée nationale, c'est pas très compliqué, c'est assez édifiant. Le nombre de choses qu'on est obligé de faire, simplement parce que François Hollande un jour a signé un traité et a vendu les Français aux États-Unis. Pour vous donner un ordre d'idée de comment ça fonctionne, la mécanique, quand une directive de l'Union européenne doit être convertie, transposée en droit national, la plupart du temps, nos associations professionnelles nous donnent des informations avant pour qu'on ait le temps de se préparer un petit peu, parce que très clairement, les pays de l'Union européenne n'appliquent pas, ne transposent pas de la même façon. Il y a des gens qui sont visiblement un tout petit peu plus concrets et pratiques que l'administration française. Et lors de la transposition d'une directive, ce qu'appelait MIFID, c'est sur les instruments financiers, je vous passe les détails. Je me souviens très nettement que le 1er juin, on a reçu un email de notre association qui nous a dit « Voilà le texte, vous avez 1 mois pour nous faire votre retour dessus, parce qu'il va commencer à être discuté à la Commission et à l'Assemblée en juillet. » 980 pages. Comment voulez-vous qu'on s'en sorte? Je veux dire, c'est impossible. Parce qu'en fait, on a déjà un travail. On a déjà un travail. On ne peut pas faire ce genre de choses. Et donc, vous ne vous étonnez pas que des horreurs arrivent régulièrement à la fin chez le client final, parce que tout simplement, on ne peut pas y arriver, quoi. Moi, 980 pages, à la limite, si je faisais que ça pendant 1 mois, pourquoi pas? Encore, c'est des textes d'une complexité absolument atroce. Parce que la plupart du temps, il y a des références à d'autres textes. Et plus c'est mal foutu, plus c'est mal boutiqué, plus vous avez des références à d'autres textes. Donc vous tirez un fil de 980 pages, mais vous n'avez pas 980 pages à la fois, vous en avez des milliers, parce que vous essayez de comprendre comment ça fonctionne. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on peut dire, le côté sombre, pas vu, la plupart du temps. C'est comme ça d'ailleurs, je ne sais pas si vous aviez entendu parler de l'histoire, mais c'est comme ça qu'on a failli autoriser la vente de vin considéré comme du rosé, alors que c'était un mélange de blanc et de rouge. Parce qu'en fait, les vignerons français et l'association professionnelle des vignerons français, ils n'ont rien vu passer. Le truc était trop complexe, trop rapide, le machin passe comme ça, la délégation ne fait pas son boulot, bah ouais, mais sauf qu'on n'a pas tous les moyens d'avoir des lobbyistes, payer des centaines de milliers d'euros pour essayer de comprendre ce qui est écrit sur un morceau de papier. Bon, vous avez aussi des phénomènes de constructivisme ambiant, tout à l'heure on en a parlé un petit peu, qui s'immiscent régulièrement dans la loi. Moi, je me souviens que pas plus tard qu'au mois de juillet, j'ai eu une évaluation de stage à faire pour un stagiaire, et dans le texte s'est immiscé des choses assez étonnantes. Comment évaluez-vous la capacité du stagiaire à mettre en avant la diversité et la mixité? Non mais de quoi je me mêle? De quoi je me mêle? Alors qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? On s'écrase ou on les envoie paître? Moi je les ai envoyés paître. Vous avez aussi pas mal de choses maintenant sur des petits textes à gauche à droite, sur les RH qui vous disent attention, il faut faire attention aux minorités, aux politiquement corrects, aux microagressions. Alors le terme phare c'est microagression. Si vous voyez microagression, faites gaffe, parce que là ça sent le constructivisme.
C'est pas encore tellement dans la loi. Pour l'instant, c'est dans les bonnes pratiques. Puis ensuite, ce sera dans les chartes. Puis une fois que c'est dans les chartes, ça sera dans les réglementations, on va dire appliquées. Puis ensuite, ça sera directement dans la loi. Bon, évidemment, vous avez dans la catégorie des facteurs qui enchaînent les entreprises et qui tapent profondément dans le droit de propriété, la partie fiscalité. Alors comment ça se passe concrètement? C'est à tous les niveaux, parce que tout le monde connaît les problèmes de fiscalité, de confiscation, etc. On sait qu'il y a clairement deux mondes en France. Hein. Il y a l'État dans l'État, Bercy, et puis il y a les gens qui bossent. Un jour, et c'est là que les effets de la complexité sont visibles. Un jour, un de mes amis a créé une SARL en tant que gérant majoritaire. Connerie à jamais faire. Faites jamais ça. SAS. Et cette SARL dont il était gérant majoritaire, un jour, il reçoit un courrier des URSSAF qui lui explique qu'il faut qu'il paye 5 000 €. Alors il leur répond, moi, je me paye pas là, j'ai pas de rémunération, 0. Donc je vais pas payer des cotisations sociales alors que je me paye pas. Hop, deuxième échange. Ah, puisque c'est comme ça, vous paierez que 4 000. Mais je me paye pas. Non mais puisque c'est comme ça, c'est 2 000. Je ne me paye pas. Bon allez, 500. C'est d'une violence, je veux dire, sans aucune justification. Ils essayent, juste ils essayent, c'est ça la méthode. On essaye, on verra bien. Il faut avoir l'énergie et la conscience de ce que c'est qu'un mécanisme de calcul de cotisation sociale pour dire non. Et c'est assez difficile en fait, hein, parce qu'on a déjà pas mal de boulot, et ça c'est un truc assez étonnant. Et je ne l'ai pas constaté qu'une seule fois, je l'ai constaté plusieurs fois. Donc cette complexité exponentielle, à un moment donné, vous n'arrivez plus à la gérer, sauf si vous recrutez des gens. Mais si vous recrutez des gens pour gérer la complexité, en fait vous gagnez plus d'argent. Si vous gagnez plus d'argent, de toute façon vous fermez. Donc vous abandonnez une partie de votre responsabilité finalement, parce que c'est trop. Tout ça renforcé par évidemment l'instabilité permanente, par le fait que tout l'argent public n'est pas forcément dépensé à bon escient. Je pense même pas que aux routes solaires. Et puis vous avez le cas aussi évidemment de ce qu'on appelle les taux réels. Est-ce que vous avez entendu parler déjà des pièges à rats? Vous savez ce que c'est un piège à rats? En fait, c'est un anglicisme que j'ai traduit en français. Le rat trap, c'est le piège à rat. Et le rat, ça ne veut pas dire rat, ça veut dire real after tax rate. C'est le taux réel que vous payez, enfin que vous touchez plutôt, quand vous placez de l'argent. Et ça, c'est un puissant moteur à destruction de valeur de votre propre bien. Vous avez tous entendu parler de la baisse des taux négatifs, etc. Puisqu'on est quand même entre gens qui suivent un peu l'actu, si on est ici. Si demain matin, vous allez ouvrir un livret dans une banque quelconque, si vous aurez beaucoup de chance, si vous arrivez à tirer du 0,1 ou du 0,2%. Mais après avoir payé les impôts, c'est pas 0,1 ou 0,2% que vous avez. Et dans le meilleur des cas, c'est 88% de 0,1 ou 0,2 si vous avez une tranche d'impôt assez basse. Mais le vrai problème, il n'est pas là, c'est que le taux d'intérêt que vous avez est très en dessous du taux d'inflation. Donc de toute façon, vous perdez l'argent dessus. Et cette attaque-là, elle n'est pas spécifique pour les entreprises, elle est pour tout le monde la paye. Je crois que les gens commencent un tout petit peu à s'en rendre compte, mais il ne faut pas rester désœuvré vis-à-vis de cash qu'on peut avoir, même si c'est que quelques milliers d'euros, quoi. Il faut pas rester sans rien faire, les bras ballants, parce que c'est une vérité très simple, mais quand Albert Einstein a écrit son bouquin « Comment je vois le monde », il a parlé des taux d'intérêt. Tout le monde, les gens le cite en disant « c'est la huitième merveille du monde ». C'est pas ça qu'il a dit. Ce qu'il a dit, c'est que c'est la 8e merveille du monde. Celui qui l'a compris la touche, cette merveille, le taux d'intérêt. Celui qui ne l'a pas compris la paye.
Donc si vous ne faites rien, c'est vous qui payez. Cette attaque-là au droit de propriété, qui commence, dont l'idée commence enfin un tout petit peu à se répandre, elle est généralisée pour tout le monde. Je peux vous dire que moi, ça fait 6 ans que dans les fonds que je gère, les taux d'intérêt sont négatifs pour le cash sur les comptes des fonds. 6 ans. Et quand un jour le dépositaire est venu nous voir pour nous dire « Au fait, on va mettre en place des taux négatifs sur les dépôts des fonds », on lui a dit zut, non, pourquoi dans ce cas-là, pourquoi ils n'étaient pas rémunérés à l'époque où ils n'étaient pas négatifs pour vous? Alors ils se sont regardés, littéralement, ils se sont regardés, les deux responsables du dépositaire, nous disaient ah oui, c'est vrai ça. Et puis ils ont laissé tomber pendant 2 ans, jusqu'à ce qu'on oublie. Puis au bout de 2 ans, ils l'ont fait, parce qu'ils savaient très bien qu'ils auraient dû nous payer des intérêts sur les dépôts des fonds. Mais ce qui est arrivé aux entreprises, ce qui arrive aux banques, et ce qui arrive, va arriver aussi sur les particuliers, il ne faut pas imaginer le contraire. Ça, c'est une très 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 grosse menace sur le droit de propriété et sur la façon dont on gère le cash. Je ne dis pas qu'il faut aller investir en actions comme un sourd, surtout en ce moment. Comme dit l'adage, les marchés peuvent être irrationnels plus longtemps que vous pouvez être solvable. Et en ce moment, c'est vraiment le cas. Et donc, mais rester sans rien faire, surtout pas, quoi. Je veux dire, ça, c'est un truc, ne restez pas comme ça. Et la pire attaque sur mon droit de propriété que j'ai eu, et même sur mon travail, et même sur mon cerveau, c'est quand c'était sous le gouvernement Sarkozy, quand on a mis en place une fiscalité spécifique pour nous, les gérants de fonds. Normalement, quand on gère un fonds de cette nature-là, on a ce qu'on appelle les parts de carried interest qui rémunèrent la performance au-delà d'un certain seuil. Donc concrètement, si le fonds fait 100 millions d'euros, il faut qu'on mette de l'argent sur la table aux côtés des actionnaires du fonds, et si on n'atteint pas 3, 4, 5, 6, 8% de rendement annuel, ce qu'on a mis est perdu. On ne peut pas dire qu'on ne prenne pas de risque, hein. On a mis de l'argent, c'est perdu. Pour moi, ça représentait entre 30 et 70% de mon salaire annuel. Donc on peut dire que c'est significatif. Et si on ne fait pas la perf demandée, c'est perdu. Et donc le gouvernement Sarkozy a décidé que c'était pas du tout de l'intéressement à la performance, c'était du salaire. Et donc il fallait le taxer avec tout ce que ça comporte. C'est-à-dire qu'ils nous ont expliqué gentiment que dorénavant, ce serait taxé, soit si vous avez du bol à 62%, avant impôt. Soit si vous ne mettez pas un minimum de 0,5 à 1% du montant du fonds, donc un fonds de 100 millions, il faut mettre 1 million. Hein. On ne peut pas, hein, en fait. Alors, ça serait taxé à 92. Je suis désolé, hein, moi je peux pas. Pour devenir millionnaire, il faut que je sois déjà millionnaire. Alors, hein, dans ce cas-là, ça marche pas. Donc, là, en termes d'attaque au droit de propriété, je me suis senti... j'ai pris une semaine de vacances, hein, parce que là, je me suis dit, pourquoi je fais ce boulot? Ça ne sert plus à grand-chose. Les conséquences de tout ça, c'est quoi? Vous les connaissez, c'est les freins au développement économique. Les entreprises sont moins rentables. Si elles sont moins rentables, elles sont moins pérennes. Et puis on finit par faire un truc qu'on a très bien su faire en France, c'est détruire l'industrie. Je me souviens qu'il y a quelques années, il y a 2 ans, je faisais une intervention sur la valorisation des entreprises à... J'ai oublié le nom maintenant, mais à l'époque ça s'appelait ESC Rouen. Ça s'appelait déjà probablement plus ESC Rouen. Et un jour, un élève, un étudiant me dit est-ce que vous investissez dans l'industrie? Alors j'ai regardé, non, l'industrie lourde, il a dit, dans l'industrie lourde. Je dis, ah non mais laisse tomber, il n'y a plus d'industrie lourde en France depuis très longtemps. Ah bon, mais pourquoi? T'es en quelle année? Dernière année de master. Bon, ok, on va reprendre les bases. Il n'y a plus d'industrie parce qu'il n'y a plus de marge. Et c'est tout. Je veux dire, la seule industrie qui reste en France, c'est un peu d'aéronautique, de la santé de pointe, un peu de mécanique de pointe dans les Alpes. Pour le reste, ça va pas très loin. Hein. Le pourcentage de l'industrie dans le PIB français, on est en dessous de 10. Hein. Donc, si tu regardes par rapport à d'autres pays, on en est très loin.
Et donc les conséquences à long terme de toutes ces attaques, finalement, c'est des entreprises qui sont beaucoup moins rentables, moins pérennes, etc. C'est un cycle assez difficile à casser. Il y a d'autres pays qui ont commencé à remonter un peu la pente dans ce domaine-là. Je pense à l'Angleterre. Mais globalement, en France, on ne peut pas dire que le cycle soit interrompu. D'un point de vue personnel, c'est aussi un frein à développement. Prenez le cas, par exemple, d'une entreprise qui ferait 500 000 € de chiffre d'affaires avec une marge brute de 50%. Ce qu'on appelle une belle entreprise, petite, belle entreprise. Combien il vous reste si vous êtes en France? Dites un chiffre. Si vous avez 50% de marge brute, il ne peut pas vous rester plus que 50 de toute façon. Alors j'ai fait le calcul en taux, 50 000 €, ça fait 10%. Ça, si vous gérez très très bien, oui. Mais sinon, on est en moyenne aux alentours de 5 à 8. Voilà. 5 à 8. Si vous prenez la même entreprise qui fait toujours 500 000 chiffre d'affaires et qui fait toujours 50% de marge brute, donc a priori assez comparable, et qu'elle est au hasard à Singapour, on prend un exemple extrême, il reste 40% à la fin. Ça veut dire que concrètement, en 10 ans, à Singapour, vous avez fait la même chose qu'en 40 en France. C'est un peu rude quand même. Hein. C'est là que je sens que j'ai déjà trop déprimé les gens. Mais c'est la réalité. Il faut pas se dire oui, il faut aller ailleurs. Je sais pas quoi. Non, le sujet c'est que c'est la réalité et donc il faut quand même prendre ça en compte. Ok. Aujourd'hui, les gens qui veulent mener des entreprises, mener des projets, leur problème c'est qu'ils doivent choisir entre la France et d'autres pays et on n'est pas compétitif et on le sera jamais tant qu'on aura les conditions qu'on a. Et il n'y a pas que les aspects économiques, hein. Il y a aussi des aspects niveau de vie, qualité de vie, etc. On en parlera tout à l'heure, mais on a des choses à rattraper parce qu'on a pris beaucoup de retard à cause de ça. Et ça va être compliqué. Alors, tout à l'heure, je vous parlais de l'URSSAF. Bon, l'URSSAF, leur principal moyen d'action, c'est quand même la violence brute, hein, on va dire ça comme ça. Ça veut dire concrètement pour soi du stress, beaucoup d'énergie perdue qu'on n'utilise pas pour faire autre chose, pour développer l'entreprise, pour gérer les clients, pour répondre aux attentes des clients. Qu'est-ce qu'il y a comme mécanique à l'œuvre? Vous avez aussi, dans le domaine de l'argent, puisque c'est celui que je connais le mieux, l'asset management, le contrôle des capitaux lié à la réglementation sur la lutte anti-blanchiment et le financement du terrorisme. Alors ça, c'est une grosse blague. Ça n'a jamais servi à lutter contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Absolument jamais. Ça a tout à voir avec le contrôle des capitaux, avec la transparence qu'on veut absolue sur vous tous, sur nous tous, et rien du tout sur les méchants qui achètent des Kalachnikov, parce que de toute façon, ils les achèteront. C'est 1 000 € à Marseille, dans la banlieue. Hein, donc c'est pas la peine de s'attaquer à monsieur et madame Michu pour lutter contre le financement du terrorisme. Il faut d'abord leur foutre la paix. Enfin bref, peu importe. Ça, c'est une véritable attaque directe au droit de propriété parce qu'il arrive fréquemment, de plus en plus fréquemment, que des clients particuliers, même pour des montants dérisoires, ne puissent plus, sans le justifier ou même parfois en le justifiant, déplacer des capitaux d'un endroit A à un endroit B. Moi, il n'y a pas très longtemps, j'ai fait un prêt à un copain, 5 000 €, hein, on ne peut pas dire que ce soit beaucoup. On m'a expliqué qu'il fallait que je dise d'où ça venait, pourquoi, etc. J'ai dit, mais je fais un prêt à un copain. Un copain, quoi, 5 000 €, foutez-moi la paix. Je leur ai donné le contrat, parce qu'on avait fait un contrat. Ah oui, mais quand même, au bout de 2 semaines, j'ai laissé tomber. J'ai fait autrement. Demandez à Vincent. Non, mais c'est vrai, je veux dire, c'est mon argent, j'en fais ce que je veux. Si je veux le prêter à un ami, je prête à un ami, quoi. En plus, sans intérêt, enfin bref. Finalement, cette méthodologie de « il faut cocher les cases », ça induit une perte de responsabilité chez vos prestataires, chez les intervenants en général de la vie courante.
Le juriste de la banque, c'est le type le plus crétin que je connaisse. Je veux dire, le gars, si c'est pas coché, il sait non. Ben non, je suis désolé, ça marche pas comme ça. Tout à l'heure, on l'a dit, il y a une hiérarchie des normes. La hiérarchie des normes, c'est que si c'est pas explicitement interdit dans la loi, c'est autorisé. Point. Je me suis écharpé avec un nombre de juristes bancaires sur cette notion. Il y en a même un qui m'a dit un jour « Ah oui, mais monsieur Gerbert, vous avez rédigé un règlement de fonds, mais ce que vous avez fait là, c'est pas écrit dans le règlement. » Oui, je sais que c'est pas écrit dans le règlement, parce que quand on a créé le fonds en octobre 2008, je ne m'imaginais pas un instant qu'on arriverait à des taux aussi ridiculement stupides. Et donc, je cherche des solutions dans l'objectif de satisfaire mes clients. Oui, mais c'est pas écrit dans le règlement. Qui l'a écrit le règlement? C'est vous, monsieur Gerbert. Qui sait ce qu'il y a écrit dans le règlement? C'est vous, monsieur Gerbert. Alors vous me laissez faire ce que je veux faire pour mes clients. C'est pas interdit, j'ai le droit de le faire. Ça, c'est vraiment insupportable. Et c'est malheureusement un phénomène qui se répète de plus en plus souvent. Ce qui n'est pas interdit est autorisé, et ne vous laissez jamais dire le contraire. Il faut se battre là-dessus sans aucune espèce d'hésitation, même si c'est en vain. Tout à l'heure, on parlait du fonctionnement de la justice. Moi, j'ai pratiqué pas mal les tribunaux plutôt de commerce et les cours d'appel. J'ai une fois observé le cas d'un ami, je tairai son nom, investisseur en capital comme moi, qui était censeur dans un conseil de surveillance. Censeur, ça veut dire qu'il n'a pas le droit de vote. Et je dis n'importe quoi, je crois que ça devait être en 2012 ou 2013, le conseil de surveillance autorise une augmentation salariale aux dirigeants de 500 € par mois. Il est donc monté à 2400 € par mois. On peut dire qu'il c'était vraiment un type surpayé, hein. Et donc, malheureusement, l'entreprise a déposé le bilan 3 ans plus tard. Et à la suite de cela, le tribunal de commerce a décidé, de son propre chef, de poursuivre le dirigeant et tous les membres du conseil de surveillance, non pas tous, une partie seulement, à titre perso et pour leurs entreprises, en comblement de passifs, c'est-à-dire dans l'objectif de leur faire rendre gorge pour qu'ils payent les dettes de l'entreprise. Sauf que, juste pour mémoire, quand on crée une entreprise, normalement les pertes maximum sont limitées aux apports, hein. On ne peut pas perdre plus, sauf que c'est ce qu'ils essayaient de faire au tribunal de commerce. Ça a duré 3 ans, il n'en a pas dormi de la nuit, hein, puisque évidemment lui à titre perso rembourser 2 millions d'euros, ça n'est pas possible. Mais il se trouve qu'il était salarié d'un gros fonds d'investissement. Et donc, le tribunal de commerce a estimé que c'était quand même pas mal de tenter le coup. Hein, on ne sait jamais, sur un malentendu, ça peut marcher, comme disait Jean-Claude. Tout ça pour dire qu'on n'est pas forcément égaux devant la justice, mais pas dans le sens où on peut l'imaginer a priori. L'autre conséquence qu'on peut voir sur ces différentes atteintes au droit de propriété, etc., c'est que finalement on se focalise sur le court terme au lieu de se focaliser sur la préparation de l'avenir. On fait des choix pour des mauvaises raisons. On abandonne le client. Le nombre de mes confrères qui ont décidé de ne plus traiter les personnes qui présentaient des signes d'américanité pour ne pas avoir à s'embêter avec ce genre de formalités insupportables, vous n'imaginez pas. Aujourd'hui, vous êtes américain à l'étranger, vous êtes dans la mouise. Hein. Pour trouver une banque ou un prestataire financier qui vous traite votre cas, c'est juste très compliqué. Ou alors pire, ils deviennent des crony capitalistes et ils commencent à se mettre à la colle avec des politiques pour essayer de s'en sortir. Ça, c'est aussi un très mauvais choix à faire, ne serait-ce que pour être en paix avec soi-même. Dans l'entreprise elle-même, vous pouvez avoir une mauvaise ambiance, moins de fidélisation, une perte de savoir-faire. Vous n'en avez pas forcément conscience, mais comme on a fragilisé toute la filière de traitement du bois en France, on a perdu pratiquement tout le savoir-faire des bûcherons dans les Alpes, et donc dès que la pente dépasse 20 ou 30%. En Autriche, 96% de la surface couverte de forêt peut être traitée par les bûcherons parce qu'ils ont gardé le savoir-faire, parce que les mecs sont bien payés, parce que les entreprises font des marges. En France,
c'est divisé par 2. Ce sont des véritables conséquences qu'on ne voit pas forcément, mais qui ont un impact réel. Et vous savez que quand on ne traite pas des forêts, à la fin, ça fait probablement des dégâts, y compris lorsqu'il y a des problèmes de sécheresse, donc de feux de forêt. Donc ça a un impact, même quand on ne s'en rend pas compte, et même quand on s'en fiche complètement. Évidemment, l'entrepreneur, ça a un impact sur son moral. Et puis, à la fin, les clients ne sont pas satisfaits. Le niveau des soins médicaux baisse. La qualité est moins forte, le niveau de vie général baisse. Bref, moins d'épargne, c'est moins d'avenir. Et pour prendre la phrase de Frédéric Passy, l'épargne, c'est la transmission de la vie, le flambeau sacré qu'il est interdit d'éteindre. Et tout épargnant est un bienfaiteur de l'humanité. Et évidemment, ne laissez pas les keynésiens qui sont focalisés sur la consommation vous dire le contraire. Bref, une ligne a été franchie lorsque on a, il y a quelques mois, commencé à vouloir toucher à la notion d'objet social de l'entreprise. Pour moi, c'est le stade ultime du début de l'horreur. Je suis désolé, mais un entrepreneur, il crée une entreprise en fonction d'un objectif qui est de satisfaire ses clients pour son propre profit et c'est pour sa famille. Ses objectifs sont propres. Personne ne sait quels sont ses objectifs. Toucher à des objectifs qu'il peut avoir, c'est perdre le contrôle de son entreprise. C'est perdre le contrôle de son cerveau. Et là, il y a vraiment une boîte de Pandore qui a été ouverte. J'ai très peur que elle puisse mener à d'autres choses encore plus moches. Et puis, il ne faut quand même pas oublier qu'être rentable, ça n'est pas donné à tout le monde. C'est difficile, c'est jamais acquis. Ça change tout le temps. Être rentable, c'est juste une condition nécessaire pour la suite de l'activité. Et donc, quand on sait qu'un bureaucrate peut concrètement faire cesser l'activité d'une entreprise du jour au lendemain parce qu'elle ferme pour différentes raisons, ça peut être des raisons sanitaires dans l'alimentation, certainement pour des bonnes raisons, mais il n'empêche qu'un bureaucrate peut le faire. Moi, ça me met mal à l'aise. Mal à l'aise parce que on touche véritablement à l'être de l'entrepreneur et souvent il s'identifie très fortement à ça, à son entreprise. Donc, qu'est-ce qu'on fait alors? Jusqu'où et jusqu'où on va? Qu'est-ce qu'on fait? Comment ça marche? Premièrement, on sollicite le marché. Il ne faut pas imaginer que vous êtes seul, que l'entrepreneur est seul. Non, on est plein, on est nombreux, on est des centaines de milliers. Souvent, on parle du marché comme la main invisible. Je ne suis pas certain que ce soit la meilleure image qu'on ait utilisée pour expliquer ce que c'est que le marché. Moi, je préfère utiliser le terme de coïncidence des volontés. Souvent, on se retrouve dans une pièce, on a des volontés qui coïncident et à la fin, ça peut donner un très beau projet. À titre perso, je conseille fortement de lutter contre le stress, essayer de trouver une entraide possible avec n'importe qui partage les mêmes analyses. Faut pas hésiter à pousser les élus dans leur retranchement. Je me souviens qu'un jour, mon député, à l'époque où j'habitais dans le 15e, j'avais été invité à un dîner, me demandez même pas pourquoi, je sais plus. Il m'a demandé alors qu'est-ce qu'il faut faire, vous qui êtes entrepreneur, et je lui ai dit un truc qui l'a profondément troublé. Il m'a pas répondu, il est parti ailleurs. Je lui ai dit je ne voterai pour vous que si vous vous engagez à ne faire que supprimer des règlements et des lois. Il a été totalement démuni. Il n'a rien compris et il m'a même pas laissé le temps de développer. Et les gens qui étaient à côté de moi ont dit bien parlé. Je dis fallait me soutenir un peu, hein, parce que là j'étais tout seul. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut choisir la responsabilité. Un jour, on m'a dit ouais, vous êtes un financier, vous pensez qu'à l'argent, etc. Vous n'êtes jamais responsable de rien. Ben si, je suis responsable des entreprises que je gère. Dans ma vie d'investisseur, j'ai créé 3 sociétés en commandite par action. Je ne sais pas si vous savez ce que ça veut dire. Concrètement, j'ai été pendant 10 ans responsable sur mes biens propres, de façon illimitée, du passif et des pertes éventuelles. Ça vous oblige à être responsable et à essayer de faire en sorte que tout se passe bien, hein, on va dire ça comme ça. Il ne faut pas hésiter à remettre les juristes à leur place sans que ça vous nuise.
Hein, c'est un peu la limite de l'exercice, que ce soit un inspecteur du travail, un inspecteur des impôts ou quelqu'un qui peut vous nuire fortement, il faut quand même réfléchir avant d'ouvrir la bouche. Et je dis ça alors que honnêtement on ne peut pas dire que j'ai été très héroïque dans le passé, mais depuis 1 ou 2 ans je me soigne. C'est un processus, hein, ça prend du temps de trouver le courage de faire ça. Il faut résister de manière soft en se préservant bien sûr, préserver sa famille. Il faut réfuter le constructivisme quand vous l'avez face à vous et que vous avez un minimum de choix. Et éventuellement si vous voulez vous pouvez changer d'activité, ça prend des années pour se faire à l'idée qu'il faut le faire, qu'on peut le faire et qu'on peut réussir. Vous pouvez même changer de pays, mais ça aussi, il faut bien réfléchir avant. Faut pas lâcher la proie pour l'ombre, comme on dit. Surtout éviter les personnes toxiques. Fondamental. Moi, je me souviens un jour, j'ai vu un CGP, un conseiller en gestion de patrimoine, qui expliquait très doctement qu'avec les taux négatifs, la seule chose qui restait à faire pour ses clients, c'était d'acheter des résidences secondaires et d'en profiter. Putain, le mec a complètement abandonné, quoi. Et totalement, il n'y a plus aucune espèce de réflexion. On est dans les choux, mais alors, je lui ai dit, mais c'est pas possible, vous pouvez pas dire des trucs pareils, quoi. Je veux dire, c'est autant cramer le pognon. Une résidence secondaire. Mais où? Oh, il y a des endroits très bien dans tel et tel truc. Mais vous vous rendez compte de ce que c'est que, en termes d'emmerdement, en termes de coûts, et puis il va rester quoi aux enfants? Enfin, je veux dire, à un moment donné, non, vous pouvez pas dire des trucs pareils à vos clients, vous n'avez pas le droit. Là, vous violez votre vocation. Et je vous rappelle quand même qu'il y a quand même pas mal de coûts en France qui ont un léger problème démographique. Et quand il y a un problème démographique, généralement, il y a un phénomène sur les prix de l'immobilier qui fait ça. Bref, j'ai été absolument scandalisé par cette personne et je l'ai supprimé de mon répertoire téléphonique. Et pour finir, puisque je dois conclure, entourez-vous de l'amour de vos proches. Comme disait Barry White, le chanteur, Love is unlimited. L'amour est réellement sans limite, donc engrangez. Merci.